Это шоу Will. Да, господин президент, я очень рад тебя видеть, дорогой Франсуа. Как твои дела, дорогой друг? Это шоу Will. Да, господин Bonjour, Monsieur le президент, я Président. очень рад тебя Je suis видеть, très дорогой heureux de te Франсуа. voir, cher François. Как твои дела, Comment дорогой vas-tu, друг? mon ami? Bonjour Petro, je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. I'm here with Medea Benjamin from Code Pink. And so just to get you up to speed on what's happening right now in Ukraine. So back in 2015, Merkel and Holland present Ukraine. They had a peace plan. It was called the Minsk Agreement. Hey, what a great idea. Yeah. We're going to have a diplomatic breakthrough in 2015 to avoid war. I wonder what went wrong. Well, what went wrong was Merkel admits that Minsk meant to buy Ukraine time, that they never meant it to be a peace agreement. It was a lie. That's so what they did, what they're admitting. So this is from January of this year, 2023. So there's the peace agreement in 2015. And then now they admit that the only reason they did that peace agreement was to buy time so they could flood Ukraine with weapons and build up their military, right? So former German Chancellor Angela Merkel admitted that the Minsk 1 and 2 peace protocols that sought to solve the problem, I like how they put it, solve the problem of the Donbass region. You know what that problem was? Nazis were shelling the civilians in that region, which is maybe why they referred to it the way they did last. And yeah, I don't know. So to solve the problem of the Donbass region in Ukraine was not readily meant for what it was supposedly intended to do, to have peace in the Russian-speaking populace. It was actually designed to rearm Ukraine. That is what Merkel had admitted in an interview with German weekly Die Zeit, in what is now evolving as a ruse from the West to build the military capability of Ukraine. Well, that's just Merkel saying that, right? So she probably just misspoke and you're making a whole conspiracy out of it. I'm sure that, like, say, Holland wouldn't say that. Oh, he did. Must see Russian pranksters. This is amazing, these pranksters. So Vovan and Lexus forced Francis Holland to Francois, is that how you say it? Yeah. Francois Holland to tell the truth. Another conspiracy theory proven to be a conspiracy prediction. Pretending to be the former president of Ukraine, Petro Poroshenko, the pranksters Vovan and Lexus contacted the ex-president of France, Francois Hollande. Poroshenko discussed with Holland how together they managed to remove Yanukovych and how the Minsk agreements were just a way to pump weapons into Ukraine. Everyone thought it was Putin who was playing for time. No, we were playing for time to strengthen Ukraine, Holland said. So you want to hear it? Here it is. I'll play it for you. Au fait, comment va-t-il, mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine, en ce moment, ne pouvait pas être un interlocuteur.
Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin, ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Donc, il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau? Oui, ils ne veulent pas être belligérants au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine. Mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Mais nous, en fait, comme tu le comprends, actuellement, l'Ukraine mène cette lutte pour l'ensemble de l'Union européenne. Oui, je partage ce point de vue. C'est pour ça que les demandes ukrainiennes à l'Union européenne doivent être fortes, sérieuses et suffisamment ciblées pour aider au maximum l'Ukraine. Il y a l'aspect politique, c'est un point important. Donc, ce dont vous avez besoin, ce sont les avions F-16, ça, ce sont les avions américains. Et la formation des pilotes peut être assurée par d'autres que les Américains, puisqu'il y a des pays qui utilisent des F-16. Et une autre question qui me préoccupe. Penses-tu que l'Europe va tenir le coup? À quel point elle va résister? L'Europe a été très durement touchée, notamment par les sanctions anti-russes. Les tarifs en Europe, comme le disent mes amis, mes nombreux amis, ont augmenté. L'inflation a également augmenté à présent. Et l'Europe sera-t-elle en mesure de faire la guerre à la Russie sur le plan économique maintenant? Dans quelle mesure elle va tenir? Oui, cette question, je me la suis posée au début du conflit quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Ça, c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir. Et donc, s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Mais j'ai une autre question, probablement la principale. Il est maintenant question d'un accord de paix. Monsieur Macron dit que nous devrions nous asseoir à la table des négociations. Le chancelier Scholz en parle également. Les États-Unis sont bien sûr contre. La question est donc, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous asseoir à la table des négociations maintenant? Aujourd'hui, une négociation avec Poutine aboutirait au statu quo. Donc, tant que l'Ukraine veut poursuivre le combat, tant que l'Ukraine se met en situation de faire reculer les Russes,
il ne peut pas y avoir de négociation. Ça veut dire, cher François, tu penses que nous devrions les expulser de la Crimée et du Donbass, et ensuite seulement pour parler de paix. Ah, oui, parce que je ne vois pas que dans une négociation, Poutine pourrait accepter en termes de retrait de ses forces du Donbass et a fortiori de la Crimée. Donc toute la question, c'est de savoir si l'Ukraine, avec les aides qui peuvent lui être apportées, a les moyens militaires de faire reculer Poutine. Si elle ne les a pas, ces moyens militaires, alors oui, la négociation est nécessaire, mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Да, по поводу мирных переговоров. Вот я буду честен сейчас. À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger, et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer, et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis, il y avait les difficultés propres à l'Ukraine que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Bon, alors donc, la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce qu'il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Yes, so yes, she was right to say that. Everybody thought it was Putin to want to win time. No, it was us to win time, to give Ukraine an opportunity to recover, to improve its military capabilities. And that's the exact reason why we should defend the Minsk agreements, in which you played a big role. What? They have to be defended because during those 7 years, Ukraine got the resources to strengthen itself. Another thing in which we outplayed Putin, except for Minsk agreements, is the year 2013, when we managed to overthrow Yanukovych and we managed to hand over Ukraine to the European Union. Yes, I think you played a big role in that back then. I still remember how you came to Elysee Palace with Bernard Henry Levy
and you were followed by Klitschko. And it happened in the beginning. Oh, wait. If you weren't there, there wouldn't be a Maidan. So that was the coup. That was the coup, what we did in Ukraine. How? So we overthrew their government. Now, and everybody just admits this. Like, this isn't a secret. Everybody know, I mean, it's a secret to most Americans, and nobody's ever going to say it on corporate news in America, but it's not a secret to people like us. But he's saying it like it couldn't be more of an incriminating sounding recording. Like, how much does this guy sound like Poroshenko? Because remember the Bush one where the guy was pretending to be Zelensky? And Bush just like, he's like, that's right. Then we went in and said that, and then these people were there. Like, it's like ridiculous. It's ridiculous. So let me bring in Medea Benjamin from Code Pink. So do you have any reaction to this prank actually revealing, proving a conspiracy theory true? Well, it was a great prank, but, he had already said that back in December, right after Angela Merkel had said that in the German interview. Then there was an interview with Francois Hollande that was in the Kyiv Independent, so in a, very, quote, respectable newspaper, when he said he agreed with Angela Merkel that the Minsk agreement was an opportunity to strengthen Ukraine's military posture. So he has already said that, and now he says it in more detail with this prank. But as you say, Jimmy, it's quite amazing. This stuff has come out now several times, and yet I think most people in this country don't hear about it because our newspapers don't carry it. So they've said that this agreement that was hammered out with a lot of effort in 2015 to try to solve the problem was really just a ruse. And Obama was in power at that time. And right after this peace agreement was formed, what does he do? He starts sending in weapons. He calls them defensive weapons, and Trump comes in and says, oh, what the heck, let's just send, any kind of weapon. And the weapons start pouring in, the training starts happening. But, here it is. They try to pretend that they care about peace. This agreement, was supposed to have a political component where there was going to be a change in the constitution of Ukraine, where the Donbas region was going to have autonomy and not be independent, not be part of Russia. It was going to stay part of Ukraine, but just have autonomy. It would have solved the problem. There wouldn't be a war today if it had been implemented. I know Americans are the most propagandized people in the world, and the problem is they don't know they're the most propagandized people in the world. They don't know what's going on in Ukraine, but the problem is that they don't know what's going on in Ukraine. They think they know. They think, well, Putin's a madman and he just decided to invade, and that's how the war has to end. He has to leave, and that's that. And we're being moral as the United States occupies a third of Syria right next door. Hey, Jimmy, and let me also say that before even the Maidan uprising in 2014, in 2013, that lovely woman who was Undersecretary of State at the time, Victoria Nuland. Mm-hmm. Well, when she bragged about how the U.S. had already spent $5 billion to build up this pro-Western, anti-Russian civil society, there was this great op-ed by the head. Most of this money came from the National Endowment for Democracy. And there was this great op-ed back in 2013 by the guy who was the head of the National Endowment at that time, Carl Gershom. And he says that Ukraine joining Europe was a critical step towards regime change in Russia. They were already talking about not only bringing Ukraine into the Western sphere, but regime change in Russia. And we were already spending a lot of the U.S. tax dollars to try to do that. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko. Et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu
la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc, ce rôle historique qui a été le tien est très important. Très bien, Président. Merci pour cette conversation. Je te souhaite le meilleur. Reste en contact et bien sûr, je t'attends à Kiev. C'est plus ou moins sûr là-bas maintenant. Bah, écoute, ça sera avec plaisir que je me rendrai auprès de toi et auprès des autorités ukrainiennes pour vous témoigner de mon amitié et avec toi de mon meilleur souvenir de tout ce que nous avons fait ensemble. Merci, Petro, et à bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris. Au revoir. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.